Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans votre podcast, Meta commence à utiliser nos données pour entraîner son IA. Meta va utiliser tout ce que vous avez rendu public. Malgré ce qui se passe dans le monde, les Belges ont un désir de vacances. Ce budget a plutôt tendance à augmenter d'année en année. Et pour finir, nous retrouverons Peter de Keyser pour parler des annonces de taxes douanières américaines sur les biens et services européens. Z sur 7 à la une. Le groupe américain Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, va utiliser les données personnelles publiques de ses utilisateurs. Le but, entraîner son intelligence artificielle. Seule porte de sortie, avoir rempli un formulaire pour exprimer son désaccord. Benoît Freinet, expert IA à l'UNAMUR. Meta va utiliser tout ce que vous avez rendu public, donc votre nom, votre photo de profil, tous les posts que vous avez faits, les commentaires, les photos que vous avez mis, les interactions sur les groupes, les likes, absolument tout pourrait être utilisé pour entraîner leurs IA. Aujourd'hui, avec ses modèles de langage, Meta est un des plus gros acteurs de l'intelligence artificielle. Il se positionne confortablement dans la course à l'intelligence artificielle face à ses grands concurrents. Mais grâce aux informations collectées sur ses réseaux sociaux, Meta dispose d'un solide avantage qui lui permettra d'aller plus loin. Benoît Freinet. Ce qui est clair, c'est que les applications qu'ils vont pouvoir faire vont être très différentes. Par exemple, en termes de personnalisation, ils vont être redoutables. Imaginons qu'on vous propose une publicité pour une boisson, eh bien, demain, on pourra faire une publicité avec une image adaptée à vous, un texte adapté à vous, même une bande sonore adaptée à vous, chose qui était impossible auparavant. Des publicités hyper personnalisées et terriblement persuasives, qui pourraient s'apparenter à de la manipulation. C'est l'un des risques de l'utilisation des données publiques par Meta. Pour Benoît Freinet, expert IA à l'UNAMUR, on peut aussi s'interroger sur la légalité de la démarche. Donc ils vont récolter énormément de données pour faire on ne sait pas trop quoi, pendant on ne sait pas trop bien combien de temps. C'est exactement le genre de situation que le RGPD, le GDPR souhaitait éviter. Donc il y aura des procès contre Meta pour essayer de rétablir une situation un peu plus normale. Parce qu'ici, on est clairement sur quelque chose d'assez asymétrique. Même si les données ont commencé à être utilisées hier, vous pouvez toujours vous opposer à leur utilisation. Rendez-vous pour cela dans les paramètres des applications Facebook et Instagram. Z sur 7 à la une. Malgré l'inflation, la situation géopolitique, les Belges veulent partir en vacances. Et d'après le baromètre d'Europe Assistance, 73% des Belges déclarent qu'ils voyageront cet été. C'est plus qu'avant la période du Covid. Xavier Van Caneghem, porte-parole d'Europe Assistance. Nous avons vu, suite à la crise du Covid, effectivement, juste après, et vu les mesures sanitaires, beaucoup de gens qui ne sont pas partis. Ensuite, il y a eu donc une évolution vers des chiffres beaucoup plus élevés qui dépassaient les 70%. Et nous constatons maintenant, en 2025, que ces chiffres restent très élevés et dépassent toujours les 70%. Le top 3 des destinations reste invaincu. D'abord la France, puis l'Espagne et l'Italie. Quant au budget vacances des Belges, il est nettement supérieur à la moyenne européenne de 2000 €. Xavier Van Caneghem nous en parle. Traditionnellement, le Belge a quand même un budget assez conséquent pour ses vacances. Nous voyons qu'il s'élève à 2710 € cette année-ci. Donc c'est une moyenne pour tous les types de ménages en Belgique. Nous faisons donc partie effectivement du trio de tête. Nous y voyons aussi des pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche, donc effectivement. Et ce budget a plutôt tendance à augmenter d'année en année. Un changement malgré tout, le moyen de transport privilégié. En effet, pour rejoindre leur destination de vacances, l'avion dépasse pour la première fois la voiture. Xavier Van Caneghem nous explique ce phénomène. Fort probablement lié à l'utilisation de voitures électriques, où pour les vacanciers, il est plus problématique de parcourir une longue distance avec un véhicule électrique, surtout dans certains pays à l'étranger, vu les problèmes de recharge de leur véhicule. Cependant, la situation géopolitique est une préoccupation plus présente que les autres années dans l'esprit des vacanciers belges. La Russie, l'Ukraine et Israël sont des destinations que beaucoup veulent éviter et c'est aussi le cas des États-Unis et de la Turquie. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique.
Aujourd'hui, on va parler des taxes douanières de Donald Trump sur les biens et services européens avec Peter de Keyser. Tout d'abord, qu'impliquent concrètement les droits de douane de Donald Trump ? Le 23 mai, le président Trump a annoncé par l'intermédiaire de Truth Social des droits de douane de 50% sur les produits de l'Union européenne, qui devaient initialement entrer en vigueur le 1er juin. Après une conversation téléphonique avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, cette date a été reportée au 9 juillet. Ces droits de douane s'ajoutent à des droits de douane réciproques de 20% qui avaient été brièvement mis en place en avril, mais qui avaient été suspendus pour permettre des négociations. Le président Trump justifie ces décisions par un déficit commercial de plus de 250 milliards de dollars avec l'Union européenne et accuse l'Union européenne de pratiques commerciales déloyales, telles que des barrières commerciales et des taxes élevées. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Des droits de douane de 50% entraîneraient une hausse significative des prix des exportations européennes vers les États-Unis, tels que les voitures, les produits pharmaceutiques et les produits agricoles. Il s'agirait d'un quasi-embargo de fait sur les exportations européennes vers les États-Unis. D'après vous, s'agit-il d'une technique de négociation de Trump ? Alors ici, il s'agit de l'approche classique de Trump. Son approche est souvent décrite comme créant une pression de négociation maximale en menaçant des tarifs douaniers élevés. Il force ses partenaires commerciaux à s'asseoir à la table des négociations. M. Trump a déjà remporté des succès avec cette tactique. Un accord préliminaire avec le Royaume-Uni et des pourparlers avec des pays comme le Japon et la Corée du Sud montrent qu'il utilise la pression pour obtenir des concessions. Comment l'Europe a-t-elle réagi jusqu'à présent ? L'Union européenne a eu une réaction mitigée, calme et volonté de négocier d'une part et préparation de contre-mesures d'autre part. Ursula von der Leyen a souligné, après l'appel téléphonique avec M. Trump, que l'Union européenne s'engage à conclure un accord équitable fondé sur le respect mutuel. Le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, a ajouté que l'Union européenne était prête à défendre ses intérêts, avec une possible contre-mesure de rétorsion de 108 milliards de dollars en cas d'échec des négociations. Qu'est-ce que cela signifie pour les marchés boursiers cet été ? Les marchés boursiers ont déjà réagi nerveusement aux menaces de tarifs douaniers de M. Trump. Lorsque les tarifs de 50% ont été annoncés le 23 mai, le stock 600 a chuté de 1,7%, le DAX allemand de 2,4% et le CAC 40 français de 2,2%. Aux États-Unis, le Standard & Poor's 500 a perdu environ 0,8%. La faible liquidité traditionnelle des mois d'été, combinée aux politiques commerciales imprévisibles de Trump, pourrait entraîner une volatilité accrue. Que représente pour l'Europe l'accord commercial avec la Chine ? L'accord commercial conclu par M. Trump avec la Chine, dont peu de détails sont connus, semble avoir temporairement apaisé les tensions avec Pékin. Après une escalade au cours de laquelle les États-Unis ont porté les droits de douane sur les produits chinois à 145% et la Chine a répondu à 125%, une trêve préliminaire a été conclue. Cette situation pourrait offrir à l'Europe à la fois des opportunités et des risques. D'une part, l'accent mis par Trump sur la Chine pourrait donner à l'Union européenne une marge de manœuvre pour négocier sans concurrence directe d'un accord entre les États-Unis et la Chine. D'autre part, l'Europe craint une diversification des échanges avec des produits chinois affectés par les droits de douane américaines qui inonderaient le marché européen. Toutefois, les recherches de Bruegel suggèrent que ce risque est limité, car les exportations chinoises vers les États-Unis ne sont souvent pas en concurrence directe avec les produits européens. Néanmoins, l'Union européenne reste vigilante et prévoit d'éventuelles mesures de sauvegarde pour protéger ses industries. Et pour finir, que pouvons-nous en conclure ? Les menaces tarifaires de Trump sont une tactique de négociation claire, mais elles présentent des risques sérieux pour l'économie et les marchés boursiers européens. L'Union européenne tente de trouver un équilibre entre, d'une part, la négociation et d'autre part, la défense de ses intérêts, tandis que les marchés risquent d'être restés volatiles cet été. Une chose est sûre, les semaines à venir seront cruciales. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous arrivons aux 4 dernières minutes de podcast et nous allons analyser les marchés financiers avec Guillaume Duchesne de la Banque Transatlantique. De nouveaux chiffres sur l'inflation vont sortir cette semaine et notamment l'indice PCE, l'indice des dépenses des consommateurs américains. On sait que l'inflation aux États-Unis est un risque et que la Fed n'est pas forcément à l'aise. Guillaume Duchesne. Oui, effectivement, la Fed n'est pas forcément à l'aise avec l'évolution de l'inflation, parce qu'on est dans un contexte quand même incertain.
Et on l'a encore vu vendredi avec les commentaires de certains membres de la Fed, après l'annonce de la menace des 50% sur l'Union européenne. Il y a quand même une incertitude sur cette politique commerciale et migratoire qui est notée et qui crée finalement une incertitude sur l'évolution de l'inflation. Et donc pour la Fed, ça l'empêche en tout cas de baisser correctement ses taux ou de le faire d'une manière assez claire. Donc il y a vraiment une incertitude du côté des États-Unis. Alors qu'à l'inverse, l'Europe et la Banque centrale européenne se montrent relativement confiantes. On est plus confiant parce qu'il y a deux éléments qui sont vraiment importants pour la BCE. Alors l'un d'abord, c'est la croissance économique qui est relativement faible. Parce que nous, on est quand même touchés par toute cette politique commerciale. Donc ça a un effet sur nos exportations et donc ça fait ralentir l'économie. On est quand même a priori à 1% de croissance du PIB pour l'année 2025. Donc c'est relativement faible. S'il n'y a pas de mesure de rétorsion, ça va effectivement dans le sens d'un phénomène de désinflation. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est l'inflation elle-même. L'inflation, elle a quand même reculé depuis le début de l'année. D'une part parce que le pétrole a quand même baissé. On était à 80 le baril, $80 le baril au début de l'année. On n'est plus qu'à 65. Et puis il y a l'euro aussi qui a fortement reculé parce qu'on a presque perdu 10%. Donc tout ça joue quand même sur un ralentissement au niveau de l'inflation. Et puis il y a eu un élément vendredi qui était quand même assez important. C'est la publication de la BCE sur les salaires et l'évolution de la croissance des salaires qui sont négociés au niveau européen. Donc il y a un indicateur qui suit l'évolution de ces salaires. Et on avait une croissance qui était importante sur les dernières années. Dernier trimestre, on était par exemple avec une croissance de 4%. Pour le premier trimestre de cette année, on était simplement à 2,5%. Donc un niveau plus faible qui joue en faveur d'une désinflation. Et donc on peut s'attendre à une certaine modération des salaires. Le contexte fait que oui, probablement, puisqu'on a eu quand même la sortie du Covid qui a soutenu finalement les salaires de manière assez importante. Et il y avait une capacité de négociation assez importante de la part des syndicats. Donc ça, ça joue moins favorablement aujourd'hui, parce que l'inflation étant plus faible, il y a moins de raisons d'augmenter les salaires. Et puis le rapport de force au niveau du marché du travail est un petit peu moins favorable pour les employés. La Banque centrale européenne va produire des actions futures. Les explications avec Guillaume Duchesne. Alors elle se réunit au début du mois de juin. Probablement qu'elle baissera ses taux, parce que ça lui permet de baisser ses taux. Alors, tous les membres ne sont pas forcément d'accord, parce qu'il y a toujours une incertitude sur le contexte mondial, mais ça permet finalement de baisser ses taux. Donc, c'est probablement une nouvelle baisse, sans doute la 8e, donc poursuivre dans cette tendance plutôt favorable sur la baisse des taux. Alors, elle est favorable d'abord au crédit, et puis, parce qu'évidemment, c'est un assouplissement des conditions de crédit. Et puis, pour les marchés actions, alors nous, notre point de vue, c'est de dire que finalement, on a eu un rallye de la part des marchés par rapport au point bas du mois d'avril, avec le stress vraiment très fort sur la guerre commerciale. On a eu un rallye, notamment sur les valeurs européennes. Donc on est remonté de 20%. Donc on se retrouve avec finalement des niveaux, on a quasiment retracé la baisse. Donc on se retrouve avec des marchés qui sont un petit peu plus tendus. Des primes de risque, si vous regardez l'attrait relatif des actions par rapport aux obligations, on se retrouve à 4% de primes sur les actions. C'est relativement bas d'un point de vue historique par rapport aux 2 dernières années. Donc c'est un petit peu plus tendu. Donc on a besoin de nouveaux catalyseurs. C'est difficile de trouver les catalyseurs aujourd'hui sur le marché européen parce qu'il n'y a pas de publication des résultats. Donc le fait d'avoir une baisse des taux, c'est pas forcément magique et tout d'un coup les marchés actions vont bondir, mais ça permet un peu de donner de l'oxygène justement par rapport à cette question des primes de risque. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. Et de quoi parlerons-nous demain, Jean-Pascal ? Demain, vous retrouverez la rubrique à la une de Trends Tendance. Dans cette rubrique, un journaliste nous emmènera dans les coulisses du magazine Trends Tendance de cette semaine. Vous y retrouverez également toutes vos analyses et actualités du monde économique. À demain.